Dès le début de ma carrière, j'étais à la Cinémathèque, à la fin de mon cycle d'études complet à l'IDEC. J'ai intégré la Cinémathèque et le ministre de l'époque, Mohamed Saddiq Ben Yahya, Allah yarhamou, il m'avait remarqué parce que je présentais les films et que j'avais une culture cinématographique déjà à l'époque. J'avais fait beaucoup de ciné-clubs déjà, tout jeune. Vous savez, j'ai commencé à 15 ans, je dirigeais un ciné-club. Et il m'a dit, on a des critiques européens, ce sont les amis de l'Algérie, mais un jour ils vont partir, il faut reprendre la relève. C'est ainsi que, janvier 67, j'ai commencé à diriger une rubrique cinéma au Moudjahid. J'ai signé Reda Koussim. J'ai été derrière Marzak Alouache parce qu'il avait été marginalisé. Il était avec Belloufa, l'un de ceux qui avaient suivi les cours de l'Institut de cinéma de Ben Aknoun en 64, entre 64 et 66, pendant que moi j'étais à l'IDEC. Et donc il avait intégré ensuite l'Office des actualités, et puis ensuite il a été marginalisé. Vous savez, l'ONSIC, c'était des gens qui étaient cooptés et c'était difficile de rentrer. En 73, le président Boumediene désigne Abdelrahman Rouati comme directeur général de l'ONSIC. Il était avant directeur technique de la télévision. Rouati m'appelle et me demande de travailler avec lui. J'étais son conseiller pour la production et la distribution. Et là, on a poussé le projet de Omar Gatlato, de premier film de Marzak Alouache. Le film sort en 76. Je lui fais une longue interview dans le Moudjahid. J'écrivais encore dans le Moudjahid. Et je lui ai fait une critique, c'était la première critique. C'est comme ça que le film a été lancé. Donc, moi, je considère que j'ai été critique pour autant que les salles étaient fréquentées. Il y avait 450 salles pour une population de 15 millions d'habitants, disons. C'était un ratio très intéressant, beaucoup plus important que dans certains pays européens. Et donc, les gens aimaient le cinéma. Moi, j'ai présenté des films aussi à la télévision. J'avais Télé Ciné Club. Je présentais des films du monde entier, et les gens étaient cinéphiles. Donc, j'étais un médiateur. Quand on dit un critique c'est un go-between, c'est quelqu'un qui explique ce que le réalisateur veut faire à un public et il parle avec son public. Mais à partir du moment où vous n'avez plus de salle et que le public ne connaît plus le cinéma, il connaît que la télévision ou les réseaux sociaux, la notion de critique est devenue caduque. Donc je dis, moi, j'écris des livres pour que les universitaires fassent des recherches, des thèses, pour des choses comme ça. J'ai écrit déjà 10 livres sur le cinéma, mais je ne me vois pas en train d'écrire une critique sur un film, parce que qui va le voir? C'est toujours la même liste, la mailing list des invités. Ils sont 500 qui sont invités à Ibn Zeydoun pour voir le film, et puis après, on le met sur une étagère. Dans tous les festivals, le public a montré qu'il était présent. Alors il y a une idée reçue que je combats avec violence, avec véhémence, c'est que le public a quitté les salles. Or, moi je dis c'est les salles qui ont quitté le public. Vous lui donnez pas de salle. Chaque fois que on lui donne une salle, par exemple comme le multiplex d'Oran ou d'Alger ou de Cheraga, les conditions, le DCP, le Dolby System, il n'y a pas photo, il y a une grosse différence, une énorme différence avec la télé. Donc les gens, ils viennent. En plus, quand vous avez un changement d'attitude dans la consommation des films, les gens ne veulent plus une salle mono-écran. Ils veulent de l'offre. Ils veulent la multiplicité de l'offre. Vous avez 5 films, 5 petites salles. Il y a toujours un film qui va retenir la personne. Tandis que là, il va passer devant l'Algérie, un film, il s'en va. Donc vous voyez, aujourd'hui, il faut renouer la relation magique qui existait avant, de notre temps, quand on était critique et qu'on parlait aux gens, de revenir dans les salles et que les gens voient les films sur un grand écran, dans une salle obscure. On dit la salle obscure. La caméra, c'était une salle obscure. C'était un endroit où le film, il fallait l'obscurité pour que le film soit enregistré. Et ensuite, il est projeté dans une salle obscure. Et dans une salle obscure, on partage des magnétismes, on partage des choses, des émotions, on pleure ensemble, on rit ensemble, on a des réactions communes. C'est irremplaçable. Ce festival, comme tous les autres festivals, la présence massive du public prouve qu'il y a un intérêt, que les Algériens attendent de voir des films dans de bonnes conditions. Parce que
la particularité de Annaba ou bien d'Oran ou d'Alger ou de Batna ou de Saïda, c'est que les films sont projetés en DCP, dans de bonnes conditions, donc les gens adhèrent. Ça, c'est le premier point. Ensuite, moi je regrette un peu que malgré la richesse, je note la richesse du programme, la multiplicité également de l'offre, c'est-à-dire qu'il y a, la plupart des pays méditerranéens sont représentés, il y a des films de qualité. Mais je regrette le peu de représentativité des films algériens, en particulier de longs métrages. Pourtant il y en a. Il n'y en a pas assez, mais il y en a. Donc j'aurais souhaité qu'il y ait plus de films algériens, parce que les festivals sont quand même une plateforme aussi pour promouvoir le cinéma algérien. Maintenant, il y a un gros problème dans le cinéma algérien, c'est un problème de production, parce qu'une décision, comment le qualifier? Je cherche quelque chose qui ne soit pas choquant et en même temps violent, parce que c'est une décision terrible d'arrêter le FDATIC, le fonds d'aide au cinéma, parce que le cinéma algérien a été arrêté il y a 3 ans. Il y a 3 ans, c'est une décision folle, une décision irresponsable. Et aujourd'hui, je sais que on est en train de travailler, les gens du ministère sont en train de travailler à remettre le FDATIC en place. Mais c'est une longue procédure, c'est un mécanisme interministériel qui nécessite beaucoup de consultations. Donc c'est facile d'arrêter, c'est très difficile de remettre en route. Bon, j'espère que l'année prochaine, il sera remis en route et que le financement de l'État permettra de répondre aux demandes des centaines de projets qui sont déposés, qui sont en liste d'attente. Donc ça, c'est quelque chose de très important. La deuxième chose, c'est la construction de multiplex. Parce que, comme je le disais, les salles mono-écran, les salles de proximité, depuis la décennie noire, les gens ne veulent plus voir les films avec leurs voisins. Ils veulent aller loin, ils veulent s'isoler, ils veulent s'éloigner de leur milieu social pour aller rêver dans une salle, pour aller trouver un restaurant, pour aller trouver une aire de jeu pour les enfants, pour aller trouver une pizzeria, un parking, puisqu'ils vont en voiture. Donc il faut s'adapter à ces nouvelles normes, la numérisation, etc., etc. Le jour où on atteindra 50 salles multiplex avec chacune 4 ou 5 écrans, là, le cinéma pourra générer des recettes, pourra devenir attractif pour le marché international, parce que c'est ça, nous sommes coupés du marché international. On n'intéresse plus personne quand ils vous disent « Moi, je ne gagne pas d'argent dans votre... Pourquoi voulez-vous que je vous fasse gagner de l'argent ?» C'est donnant-donnant. Win-win. Donc, le jour où on aura des recettes et que les films étrangers trouveront un marché pour pouvoir prospérer, d'ailleurs c'est les films étrangers qui généraient le plus de recettes pour le fonds d'aide. 14% de la recette allait dans le fonds d'aide et ça permettait de financer le cinéma. Le cinéma italien a connu de telles périodes de gloire, de grandeur avec les Fellini, les Visconti, etc., qu'aujourd'hui il est en pleine décadence. Le cinéma italien est en crise, il n'est pas prospère. Le modèle pour moi, le plus proche, c'est l'Espagne. L'Espagne, pourquoi? Parce que l'Espagne, l'Espagne a 47 millions comme nous, de population. Ils avaient le même nombre de population pratiquement à l'indépendance que nous, un peu plus. Nous, on avait 450 salles, ils n'avaient que 200 salles. Aujourd'hui, ils ont 3250 salles. 3250 salles. Et ils génèrent 450 millions d'euros de bénéfices nets. Impôts déduits, tout ça, les distributeurs et tout. Donc c'est un modèle pour nous. Alors l'Espagne a pris une décision. La révolution du cinéma espagnol a commencé à 20 ans, lorsqu'il y a eu un ministre de la Culture qui a décidé, c'était une dame d'ailleurs, une ministre de la Culture, qui a décidé de promulguer une loi obligeant les supermarchés à construire un multiplex. Chaque fois que vous déposez une demande pour construire un supermarché, ou même une supérette, avec un parking, dès qu'il y a parking, vous êtes obligé de faire. C'est comme ça qu'ils sont passés de 400 salles à 3000 salles. Ça a provoqué la demande, ça a provoqué 3250 salles. Ça veut dire que ça génère des recettes énormes. Donc la fiscalité qui se dégage de là, qui va alimenter directement le fonds du cinéma, c'est pas l'État qui finance, c'est le public qui finance avec son argent. C'est celui qui paye au guichet qui va financer. Ça fait que cet argent va être recyclé dans la production, dans l'industrie et dans les technologies. Et donc le cinéma devient autonome et s'autofinance.
Le cinéaste a une légitimité. Il dit c'est le public qui m'a demandé de faire un film, qui paye pour ça, et moi je suis en devoir de lui remettre quelque chose qui lui plaise. Donc c'est ce cercle vertueux qu'il faut prendre. Et l'Espagne, pour moi, la production a explosé. Ils ont une production de qualité, en nombre et en qualité, grâce à ce système. Donc il faut suivre ce modèle qui est tout près de chez nous. On est à Doran, on est à 30 minutes d'Alicante, on est à 1 heure de Madrid. Et pour moi, c'est l'Espagne qui est un modèle. Alors, il y a des producteurs qui sont attirés par ça parce que ça leur permet de ne pas payer de gens, de ne pas payer de scénaristes. Mais je compare l'intelligence artificielle avec une comparaison un peu audacieuse peut-être, mais le CD et le vinyle. Pendant longtemps, on a pensé que le CD-ROM, pour la musique, c'était magnifique et tout, mais on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de profondeur. On est revenu au vinyle parce que le vinyle, il vous donne de la profondeur sonore. Il vous donne de l'espace sonore. Et ça, c'est irremplaçable. Donc aujourd'hui, on revient à la même chose. Dans le cinéma, on a fait du film, on a enregistré sur des vidéos, sur le DCP, sur des choses virtuelles. Mais aujourd'hui, les grands cinéastes comme Scorsese, etc., tournent à nouveau en 35 mm. Parce que le 35 mm, on s'aperçoit que le DCP a une durée de vie de 25 ans à peu près, et que les films, le film 35 mm, le négatif, a au moins 300 ans de vie. On ne sait pas encore, parce que les films de Chaplin, par exemple, qui ont maintenant 1 siècle et demi, presque 1 siècle et demi, ils sont encore intacts. Donc on ne sait pas jusqu'à où ça va aller. Donc le 35 mm, les bons films, il faut les reporter sur un négatif 35 mm. C'est très important, parce que sinon, on a des films, par exemple à la télévision algérienne ou au cinéma, dont les négatifs ont disparu. Et on n'a plus de traces. Et ça, c'est dangereux, parce que les positifs et les négatifs s'abîment et se détériorent naturellement. Donc le négatif 35 mm, lorsque vous le déposez dans de bonnes conditions, il a une longueur de vie qui est... Après, vous pouvez le reproduire à l'infini. Donc voilà, c'est pour ça que l'intelligence artificielle, je suis un peu réservé. Ça ne remplace pas la sensibilité d'un scénariste. Un scénariste, vous pouvez demander, on le voit, il y a de la littérature, par exemple. Dans la littérature, il y a des gens, je ne cite pas de nom, qui ont employé des nègres, et ensuite ils ont employé l'intelligence artificielle pour dire, je veux faire un livre sur les Baléares, par exemple. Vous me donnez la situation des rues de Baléares, des personnages, un café quelque part, une histoire, voilà, et l'intelligence artificielle va alimenter ça. Mais tout ça, ça devient de la narration. C'est pas de la littérature. La littérature, c'est quand vous avez quelqu'un qui vous écrit quelque chose, il n'y a pas d'histoire. Essia Djibar, pour moi, c'est Mohamed Dib, Katib Yassine. Quand il raconte Nejma, il n'y a pas d'histoire finalement, c'est la manière de la raconter qui compte. Et ça, l'intelligence artificielle n'y arrivera jamais. La sensibilité. Parce que quand vous voyez un film, encore une fois, dans une salle obscure, il y a du magnétisme qui passe entre les gens. Ils vibrent ensemble, ils pleurent ensemble, ils rient ensemble, etc. Il y a quelque chose qui se passe qui est du domaine de l'indicible. Et l'indicible, ce n'est pas l'intelligence artificielle. Ça, il n'y a qu'un être humain avec de chair et de sang qui peut sentir ça et qui peut reproduire ça. On peut par contre allier l'individu avec l'intelligence artificielle. Un bon scénariste avec l'intelligence artificielle. Utiliser l'intelligence artificielle et pas laisser l'intelligence artificielle nous utiliser. Il faut l'utiliser, il faut savoir l'utiliser et lui mettre des limites. Donc voilà, moi je suis réservé, je ne suis pas contre l'intelligence artificielle. Au contraire, il y a la numérisation, etc. Mais ça me rappelle quand même un film de Stanley Kubrick que j'aime beaucoup, qui s'appelle Odyssée de l'espace, 2001, Odyssée de l'espace, où il y a un ordinateur qui dirige un vaisseau spatial, et à un moment donné, l'ordinateur prend le pas sur l'homme. Et il devient fou, il dérive, et ils essayent de le déconnecter. Et quand ils y arrivent finalement, parce qu'ils vont à la catastrophe, il dit... Ah, je me meurs, ne me laissez pas mourir. Vous voyez, donc le danger, c'est que la machine prenne le pas sur l'homme. La machine n'est qu'un outil.
il ne faut pas oublier que l'outil est entre les mains de l'homme. Dès que l'humain est mis en deuxième position, on court à la catastrophe. L'Okhtar Hamina, c'était un géant qui est venu de la guerre de libération, qui a fait des films pendant la guerre de libération et qui s'est affirmé après l'indépendance avec beaucoup de talent, beaucoup de talent. Il n'a pas fait énormément de films, mais il a fait des films importants. Je crois qu'il n'en a jamais raté un. Il a fait à peu près 7 films de long métrage. Et c'est quelqu'un qui a été un dirigeant du cinéma, mais en même temps quelqu'un qui était dirigeant et qui a gardé son âme d'artiste. C'était un grand artiste. Pour moi, c'est Miloud, c'est le fou. Le fou dans le sens positif. L'artiste fou, créatif, qui ne connaît pas de barrières, qui ne connaît pas de limites, qui ne connaît pas de barreaux aux fenêtres. Il dit et il s'exprime. Ça, c'est magnifique. Donc, c'est quelqu'un qui a marqué le cinéma algérien, qui a marqué le cinéma mondial aussi. Moi, j'ai été interviewé longuement pour un coffret de DVD qui doit sortir aux États-Unis chez un distributeur. Le distributeur m'a demandé d'accompagner ce coffret. Donc, on a fait une longue interview. J'ai beaucoup parlé de l'Okhtar Hamina, que je connaissais bien, qui était mon ami, dont je peux témoigner qu'il était un cinéphile accompli, qui aimait le cinéma, qui aimait les gens, qui aimait son pays. Et donc, c'est quelqu'un qui a vécu intensément. C'est une perte pour l'Algérie, mais pour moi, c'est quelqu'un qui a vécu comme il a voulu. Il s'est vraiment éclaté et Allah yarhamou. On revient également au problème du marché. Le fait que nous n'ayons pas un marché cinématographique, que nous n'ayons pas suffisamment de salles de cinéma, qu'on ne soit pas attractif au cinéma mondial, parce que le cinéma c'est un métier universel, il ne connaît pas de visa, il ne connaît pas de barrières, il ne connaît pas de frontières. Le fait qu'on n'ait pas accès au marché mondial, et que le marché mondial n'ait pas accès au marché algérien, fait que les films que nous faisons, il y a des films très intéressants qui n'arrivent pas à être distribués, on les finance, mais ils vous disent, bon, moi vous ne prenez pas mes films, je ne prends pas vos films. Donc il faut renouer avec le marché international. Le cinéma, c'est d'abord un marché. Les premiers qui ont fait du cinéma, c'était des saltimbanques, des gens qui venaient du cirque et qui ont fait du commerce et qui ont commencé à produire des films pour les vendre dans des salles de cinéma et faire de l'argent. C'est ça le début du cinéma. L'industrie vient après. L'industrie, c'est quand ils ont commencé à faire beaucoup de films et que ça s'est développé, qu'ils ont construit des studios, etc. Mais le début, c'est celui qui paye au guichet. C'est celui-là qui est le producteur et le début de la chaîne cinématographique. Tous les festivals sont très importants parce que c'est la veilleuse. Le cinéma est en crise. Le cinéma algérien est moribond. Il n'y a pas de salle, il n'y a pas de production. Il faut le reconnaître. C'est une évidence. Bon. Mais l'utilité des festivals, c'est de maintenir la relation avec le public. Cette veilleuse qui, à un moment donné, peut déclencher l'allumage, déclencher le désir de cinéma. Ce désir, il faut le réimplanter dans le public. Et ces festivals sont très importants pour cela. Quelles que soient les insuffisances, il faut les encourager. Il faut plus de rigueur. Il faut plus de rigueur dans la programmation, il faut plus de rigueur dans la précision, la ponctualité des projections. Et aussi, il faut classifier les festivals. C'est un peu gênant d'avoir 7 festivals internationaux et d'avoir un film ou 2 films par an. Il y a un déséquilibre, il faut arrêter. Par contre, on peut classifier des festivals internationaux de catégorie A, comme Annaba, Alger et Oran. Mais il y a des festivals, moi j'ai assisté à des festivals où la seule préoccupation c'était la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture. Au milieu, il n'y a rien. Donc il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec le fast et les tapis rouges n'importe où. C'est pas n'importe qui peut faire un tapis rouge, il faut du contenu. Donc les festivals peuvent être déterminants pour renouer la relation magique entre les cinéastes et le public, mais à condition qu'il soit classifié, qu'il ait une âme, une ADN. Et qu'on ne mélange pas les genres, quoi. Il y a des festivals, je vous dis,
je le vois, ils finissent la cérémonie d'ouverture, ils sont déjà en train de préparer la cérémonie de clôture et le reste, ça ne les intéresse pas. Les projections commencent 2 heures après, c'est pas normal. Donc il faut que le ministère reprenne un peu les choses en main et non pas créer des obstacles ou des conditions comme ça 40 jours avant. C'est pas ça le problème. C'est de demander à ces festivals d'être plus rigoureux et de répondre à des besoins avec une spécificité. Celui qui est festival des courts-métrages, il est festival des courts-métrages. Celui qui est festival national, il est festival national. Il y a un festival international, un festival national, un festival régional. Donc il faut les classifier pour que, enfin, on puisse arriver à réduire la voilure et répondre à un public avec les moyens dont nous disposons.